Bonjour et bienvenue dans cette émission du 27 novembre 2023 de cette Web TV sur laquelle je vous propose de jour en jour une information franche et directe, sans concession ni tabou, accessible, honnête et sourcée, en vous rappelant que grâce au soutien que m'accordent mes abonnés et donateurs, je suis totalement indépendant et donc libre de mes propos. Nous inaugurons aujourd'hui un thème que nous traiterons au cours des 3 prochaines émissions, qui est celui de l'enfance sacrifiée. C'est en effet un constat terrible à poser au sujet de la crise Covid que les catégories les plus vulnérables de la population, dont les enfants, les jeunes, les femmes enceintes au premier chef, ont été les plus maltraitées par la gestion sanitaire catastrophique qui a été mise en œuvre. Avec un thème récurrent qui est celui de la dénégation, de la violence et des dommages. Alors j'aimerais en tant qu'expert en santé publique, rappeler 3 données centrales par rapport à ce que j'évoque. La première, c'est que les enfants et les jeunes ne couraient aucun risque avec le Covid. Aucun risque, aucun enfant, aucun adolescent et même aucun homme de moins de 50 ans en bonne santé n'est mort du Covid. Les personnes qui avaient des comorbidités graves, bien sûr, pouvaient courir un risque particulier, mais toute personne normalement en bonne santé ne courait aucun risque, même si les médias n'ont cessé de monter en épingle ou d'inventer des cas pour terroriser la population en faisant croire le contraire. Deuxième élément de réalité, les enfants ne transmettaient pas la maladie. Ils ne la transmettaient pas ou tellement peu que le risque était minime. Et nous avons des études aujourd'hui sur les écoles, notamment dans certaines régions des États-Unis, qui montrent la réalité, les enfants n'étaient pas contaminateurs des adultes. Et puis on a évidemment l'exemple probant qui aurait dû clore à tout jamais le débat des mesures injustement infligées aux enfants, qui est l'exemple suédois ou de la Norvège, qui n'ont jamais confiné, qui n'ont jamais fermé les écoles, qui n'ont jamais imposé de port du masque à l'école, et dans lesquels la situation a été meilleure que partout ailleurs en Europe. Et si les experts en santé, si les gouvernements, si les journalistes étaient honnêtes, ceux-ci auraient dû définitivement enterrer l'idée qu'il y avait quoi que ce soit de coercitif à infliger aux jeunes. À l'inverse, on s'en est pris à eux avec brutalité, en infligeant des mesures inutiles, bien sûr, absurdes, évidemment, mais surtout destructrices, profondément dommageables. Le tout sous la pression d'adultes qui étaient eux-mêmes en panique, alors qu'ils ne risquaient rien d'autre que les autres années. En dessous de 70 ans, vous ne risquez rien d'autre en 2020 qu'aucune autre année précédemment. Et à force d'avoir fait paniquer et d'avoir terrorisé la population, celle-ci s'en est pris aux membres les plus vulnérables, ce sont des processus sociologiques malheureusement très très connus, avec la caution de soi-disant experts de l'enfance. Alors pour en donner un exemple, à Genève, la Tribune de Genève avait fait tout un article quand le Conseil d'État, donc le gouvernement local, s'est targué d'infliger le port du masque jusque dans les écoles primaires, ce qui est une monstruosité. Ça augmente le nombre de pneumopathies, ça aggrave les problèmes de santé, ça met les enfants en état d'asphyxie, ça a été démontré dans un ensemble d'études, tout cela en pure perte. Eh bien, vous avez des experts en protection des droits de l'enfant, comme le professeur Philippe Jaffé de l'Université de Genève, qui a été mobilisé pour dire non, mais c'est pas grave du tout. Puisque les enfants peuvent contaminer les adultes, ce qui déjà était faux, eh bien on peut tout à fait leur imposer le port du masque et sans aucune conscience des dégâts que cela pouvait commettre. Et donc, on a exploité le statut d'autorité de certaines personnes. Ce monsieur est membre de la Commission des droits de l'enfant des Nations Unies. Vous voyez, c'est une autorité soi-disant dans son domaine, et pourtant, il a cautionné les pires dérives. Et d'autres pseudo-experts, mais Dieu sait s'ils courent la presse ces temps-ci, sont venus expliquer que, oui, c'est vrai, depuis on a observé que la santé mentale des enfants et des jeunes s'est très gravement péjorée. On a vu des suicides d'enfants de 6, 7, 8 ans qu'on n'avait jamais vus auparavant. Les demandes en pédopsychiatrie explosent, la souffrance psychique chez les enfants et les jeunes explose. Et ces pseudo-experts viennent dire, oui, mais ça, on ne pouvait pas savoir avant. Alors que bien sûr, on pouvait le savoir. Non seulement on pouvait le savoir, mais on devait le savoir.
Si on laisse des ignorants ou des gens peu recommandables aux commandes, évidemment que ça complique passablement les choses. Alors par rapport à ce que j'évoque ici, il y a évidemment un certain nombre de références vers lesquelles vous pouvez vous tourner, notamment le tout dernier livre de Marie-Estelle Dupont qui adresse justement cette question de la responsabilité des adultes envers les enfants et les jeunes au cours de la crise Covid, magnifiquement bien écrit, vraiment je le recommande très chaleureusement, et j'ai mon propre livre Autopsie d'un désastre, mensonges et corruption autour du Covid, qui va sortir en début de semaine prochaine. Il peut déjà être commandé sur des plateformes en ligne auprès de l'éditeur ou de grandes plateformes commerciales. Vous pouvez également le commander chez votre libraire à partir de lundi prochain. Et dedans, je fais l'inventaire de toutes les facettes de cette gestion de la crise Covid. Je vous renvoie également à un entretien que j'ai enregistré la semaine passée avec Marie-Estelle Dupont et où justement nous parlons très en détail de ces questions pour ceux et celles que cela intéresse et qui ont envie de creuser. Alors bon, ça c'est un constat que toute personne qui est sortie de l'hypnose et de la doxa a compris aujourd'hui, mais qui nous pose évidemment une question sociétale, fondamentale. C'est-à-dire que le programme naturel de l'espèce, c'est les femmes et les enfants d'abord. On fait tout pour protéger les femmes et les enfants parce que c'est l'avenir de l'espèce. Et donc, si des adultes, des hommes, doivent se sacrifier pour protéger les femmes et les enfants, ils le font sans état d'âme. Voyez ? Or ici, nous avons eu une inversion perverse de cette réalité tellement importante, de cette fondation de l'anthropologie au sens large, qui a été de dire « sacrifions les enfants et les femmes » pour des adultes qui sont en état de peur délirante, étant donné que dans la réalité, ils ne risquaient rien que les autres années. Et donc ce renversement, cette perversité, cette perte de repères, cette méchanceté, il y a eu quelque chose de sadique dans ce qui a été infligé aux enfants, aux jeunes et aux femmes, en particulier les femmes enceintes. Qu'est-ce que cela nous dit de notre société ou de notre civilisation ? Pour prendre une assonance, quand la presse ose titrer « Oui, les enfants sont mignons, mais ils ont un très mauvais bilan climatique et donc ça serait peut-être mieux de ne pas en faire », ce délire climatique dont on est heureusement en train de sortir en voyant qu'effectivement la température n'augmente pas depuis plus de 10 ans et que ce n'est pas le CO2 qui est responsable des évolutions climatiques à long terme, mais donc qu'est-ce que cela nous dit de nos obsessions, mais surtout de nos pertes de repères fondamentaux ? Alors nous allons aborder de jour en jour, différents thèmes autour de cette question. Demain, j'aborderai, cela faisait longtemps que j'avais envie de le faire, la terrible question du placement d'enfants et de la justice des mineurs en France, qui malheureusement, pour toutes les personnes qui connaissent ça de près ou de loin, est non seulement un scandale, mais une abomination. On le voit déjà au niveau de la justice générale. Vous savez que des personnes se font condamner à de la prison ferme aujourd'hui en France pour avoir volé de la nourriture dans des supermarchés alors qu'elles mouraient de faim. Mais par ailleurs, un magistrat qui offre sa fille de 12 ans à violer sur Internet reçoit une peine avec sursis, ou des abuseurs d'enfants, ou des violeurs reçoivent des peines avec sursis. Donc on voit déjà cette distorsion, et malheureusement la mécanique de la justice des mineurs aujourd'hui est devenue elle-même délirante et perverse. Bien sûr, je parle d'une manière globale, il existe d'heureuses exceptions, mais malheureusement l'exception n'est pas celle des inconduites et des drames et des décisions abusives ou de l'indifférence de la justice face au placement. L'exception aujourd'hui, c'est quand la justice fait bien son travail. Après-demain, nous aborderons la question de la tentative de libéralisation de la pédophilie. J'ai déjà abordé à réitérées reprises la réalité des programmes soi-disant des droits sexuels et d'éducation sexuelle mis sur pied par l'OMS, qui sont des programmes très ouvertement pervers, qui génèrent de fait une effraction psychique des enfants en les traumatisant au lieu de les éduquer à quoi que ce soit. Mais il y a de surcroît un agenda qui est présent de libéralisation de la pédophilie de la part de l'Organisation des Nations Unies. Et souvent, des spectateurs m'ont interpellé en disant « Mais vous avez mentionné ça, où sont les références ? Parce que j'ai regardé les textes de l'OMS et je ne les trouve pas. » Alors évidemment, il tombe sous le sens que l'ONU ne va pas dire « Nous avons pour projet de libérer la pédophilie, comme ça des adultes pourront avoir des relations sexuelles avec vos enfants. » Tout est fait de manière évidemment beaucoup plus insidieuse, mais comme nous le verrons ce jour-là,
eh bien, il figure bel et bien dans des textes de l'ONU qu'Ariane Biran et d'autres ont mis en lumière le fait de considérer que les droits sexuels des enfants s'étendent au fait d'avoir des relations sexuelles consentantes avec des adultes. Alors que le consentement d'un enfant à des relations sexuelles avec un adulte, c'est juste une abomination sur le plan éthique, mais surtout sur le plan psychique. Ça n'existe pas. Nous aborderons également la question, parce que c'est lié bien sûr, de la couverture de la pédocriminalité par les pouvoirs en place. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de sortir, mais oui, il existe bel et bien dans nos pays une couverture d'un ensemble de réseaux de pouvoir quant à la réalité des pédocrimes qui sont commis sur des enfants et des victimes qui ne sont pas consentantes et qui de toute manière, même si elles l'étaient, ce serait scandaleux en soi, mais il y a une pédocriminalité extrêmement grave et qui est protégée par les appareils d'État. C'est ce que nous verrons mercredi. Et puis jeudi, nous en reviendrons à une question elle aussi très peu connue, qu'il est regrettable, une fois de plus, que les médias installés ne fassent pas leur travail, mais enfin, ça nous incite, nous, médias citoyens, à faire le travail à leur place, qui sont les origines criminelles de la théorie de genre. C'est qu'aujourd'hui, il y a tous ces délires sur les théories de genre. Il peut exister chez certains adultes une dysphorie de genre, et évidemment que les gens qui vivent cela sont à respecter de la manière la plus inconditionnelle, mais cette idée de semer le doute chez des jeunes à un âge où ils sont précisément en construction de leur identité, et cette espèce de banalisation que oui, la question du genre se pose dès la puberté et même avant, est une aberration qui émane de recherches pédocriminelles elles aussi, d'un professeur qui s'appelait John Money à l'Institut Johns Hopkins aux États-Unis, et c'est une histoire mais horrible, elle fait froid dans le dos. Et ce salopard, pour parler français, a publié un ensemble d'articles qui étaient totalement frauduleux par rapport à la réalité de ce qu'il a fait vivre à ces pauvres victimes qui violaient au passage. Il faut quand même le savoir. Et après, ces articles ont été repris dans les cercles universitaires. Ah oui, c'est ça, effectivement, c'est la science, n'est-ce pas ? Et accessoirement, le professeur Jaffé, que j'ai mentionné plus tôt quant au masquage des enfants, a défendu pas mal de thèses passées par certains de ses étudiants qui dénigrent la contestation de l'éducation sexuelle selon les standards de l'OMS, qui de nouveau sont une atteinte fondamentale à l'intégrité des enfants. Et donc malheureusement, il y a aujourd'hui une pseudo-intelligentsia dégénérée qui est totalement acquise à des propositions qui sont délirantes. Donc j'avais déjà expliqué comment Alfred Kinsey, qui est à la base de un courant de la sexologie contemporaine et des études de genre, était lui-même un violeur d'enfants, mais qu'il fait encore référence pour l'OMS et pour un ensemble d'universités. Mais en ce qui concerne la théorie de genre, c'est exactement le même cas de figure. Et puisque cela est promu massivement par l'OMS, par l'ONU et par des fondations très puissantes, comme celle de Bill Gates et de George Soros, nous devons effectivement nous poser la question de savoir si nous ne sommes pas, et c'est très rhétorique comme question, face à une tentative de destruction de la civilisation occidentale. Et comment est-ce qu'on détruit le plus sûrement une civilisation, une société ? C'est en fracassant le tabou de l'inceste, c'est-à-dire des adultes, qu'on ait des liens de parenté ou pas, peu importe, symboliquement, des adultes ne s'en prennent pas sexuellement à des enfants. Et c'est exactement cela, la cible des crapules que je décris dans cet épisode. Et enfin, vendredi, j'inaugure une nouvelle formule, parce qu'il y a beaucoup de nouvelles qui sortent. J'ai le privilège, puisque c'est mon métier, de suivre tout ce qui se passe en direct sur les réseaux sociaux et dans les médias de qualité. Et donc, je ferai désormais chaque vendredi une revue de presse, c'est-à-dire en abordant de manière brève les principales informations significatives qui sont sorties au cours de la semaine. Voilà, je vous donne rendez-vous demain 28 novembre pour le premier de ces 3 épisodes consacrés au sacrifice de l'enfance. C'est douloureux, ça fait mal d'être confronté à des réalités comme celles que nous allons aborder, mais d'un autre côté, rappelons une fois de plus qu'il n'y a rien de plus salutaire que de pouvoir voir sans se voiler la face, sans regarder ailleurs, sans trouver des justifications délirantes, ce qui pose problème, parce que nous avons à renforcer encore et encore notre détermination à nous opposer à cela et à restaurer la valeur juste au cœur de notre société, les femmes et les enfants d'abord. La responsabilité de tous ceux qui sont dans les autres groupes sociaux est de protéger les femmes et les enfants. À demain. Merci.